La neige balayait les rues de Londres, une tempête silencieuse recouvrant la ville de blanc. La lueur des décorations de Noël brillait dans le ciel sombre, se reflétant sur les pavés mouillés du pont de Westminster. Les familles passaient en hâte, les écharpes serrées autour du visage, les bras chargés de cadeaux de dernière minute. Leur rire résonnait dans l'air, se mêlant aux cloches lointaines des églises. Pour la plupart, c'était une nuit de chaleur et de retrouvailles. Mais pour Daniel Whitmore, ce n'était qu'un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Daniel était l'un des PDG les plus puissants de la ville, un homme connu pour conclure des affaires impossibles, bâtir des empires à partir de ruines et inspirer le respect partout où il allait. Pourtant, sous son manteau coûteux et ses chaussures impeccables, il portait le poids du silence. Depuis la mort de sa femme, sa vie était devenue mécanique, réunions, chiffres, contrats, et des nuits passées dans un Penthouse bien trop grand pour un seul homme. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose qu'il désirait vraiment, une connexion. Ce soir-là, il avait demandé à son chauffeur de le laisser près du pont. Il voulait marcher, seul, pour échapper au vide de sa maison décorée mais sans vie. La ville brillait de célébration, mais en lui il n'y avait qu'un creux douloureux. Ses pas résonnaient durement sur le trottoir, l'éloignant du cœur de Londres vers une rue plus sombre, où les lumières s'éteignaient et où le froid devenait plus mordant. Et soudain, il l'entendit. Un son si faible qu'il pensa d'abord que c'était le vent. Une voix, fragile comme la neige elle-même. « Monsieur, je voulais juste retrouver ma maman. » Daniel s'arrêta. Son souffle formait des nuages dans l'air glacé. Lentement, il tourna la tête vers une ruelle plongée dans l'ombre. D'abord, il ne vit que des poubelles débordantes et les contours effrités de vieux murs de briques. Puis ses yeux distinguèrent une petite silhouette, recroquevillée dans un coin, tremblant violemment. C'était une fillette. Elle n'avait pas plus de 6 ans. Son manteau était beaucoup trop grand pour son frêle corps. Une chaussure pendait à son pied, l'autre abandonnée dans la neige. Elle avait étalé des cartons aplatis comme lit et glissé un vieux sac à dos sous sa tête comme oreiller. Ses lèvres étaient bleues de froid, son visage strié de larmes gelées. Le cœur de Daniel se serra. Ce n'était pas une image à laquelle il était habitué. Son monde tournait autour des gratte-ciel, des Penthouses et des voitures de luxe. Mais là, devant lui, une enfant luttait pour survivre à une nuit qu'elle n'aurait jamais dû affronter seule. Le petit poing de la fillette frappa le trottoir glacé, sa voix brisant le silence. « Pourquoi tout le monde passe sans me voir ? Je ne suis pas une ordure. » Ces mots le transpercèrent plus profondément que n'importe quelle trahison en affaires. Lui, l'homme qui avait bâti sa vie sur les calculs et la prévision des risques, se sentit soudain totalement impuissant. Il s'avança, le souffle court, ses pas crissant dans la neige. La fillette leva la tête, ses yeux bruns ternes mais remplis d'une détermination obstinée. « Je voulais aller à l'hôpital, là où travaille ma maman. Mais je me suis perdu. Je pensais que si je dormais, le matin finirait par arriver. » Sa voix se brisa tandis qu'une toux sèche secouait son petit corps. Daniel s'agenouilla, son manteau coûteux effleurant le sol sale. Sans réfléchir, il dénoua l'écharpe autour de son cou et la posa doucement sur ses épaules. Elle sursauta d'abord, puis agrippa la chaleur avec des doigts tremblants. « Doucement, ma chérie, » murmura-t-il, sa voix plus douce que celle que ses associés avaient jamais entendue. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Ses yeux papillonnèrent, la fatigue l'emportant, mais elle prononça encore une vérité fragile. « Maman a dit, si jamais je me perds, d'aller là où il y a de la lumière. C'est pour ça que je suis venu ici. » Elle désigna faiblement la façade illuminée de l'imposant immeuble Whitmore International, l'empire bâti par Daniel, symbole de pouvoir et de contrôle. Mais ce soir, pour elle, c'était devenu un phare d'espoir. Daniel déglutit difficilement. Ce n'était pas un hasard. Pas une coïncidence. Cette petite fille l'avait trouvé, lui. Avant même que son esprit ne résonne, son instinct avait choisi. Il glissa ses bras sous son corps fragile et la souleva délicatement. Elle ne pesait presque rien, sa tête tombant mollement contre sa poitrine. Il sentait le froid glacial rayonner de sa peau, lui volant sa force souffle après souffle. La panique le saisit, la même qu'il avait ressentie la nuit où le cœur de sa femme avait faibli, des années plus tôt. « Je m'appelle Daniel », chuchota-t-il, resserrant son étreinte comme s'il craignait de la perdre. « Et toi, quel est ton nom ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle se contenta de se blottir contre lui, lui offrant sa confiance muette. Une confiance plus lourde que tout ce qu'il avait jamais porté. La neige s'intensifia, les flocons tourbillonnant comme des étincelles blanches dans l'obscurité. Daniel l'ajusta dans ses bras, sortit son téléphone d'une main tremblante et parla d'une voix urgente au standard des secours. « J'ai trouvé une petite fille dehors. Elle est gelée, à peine consciente. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. » Quelques minutes plus tard, le hurlement des sirènes déchira la nuit, se rapprochant à toute vitesse. Les gyrophares rouges inondèrent les façades de pierre lorsque l'ambulance freina brusquement. Des ambulanciers se précipitèrent, leur voix précise et pressée, vérifiant ces signes vitaux.
Daniel refusa de la lâcher jusqu'à ce qu'un soignant l'encourage doucement à la poser sur le brancard. Même alors, il écarta une mèche de cheveux emmêlés de son visage, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. « Restez avec elle », dit l'un des ambulanciers. Daniel hocha la tête sans hésiter. Saisissant son vieux petit sac rose, son seul bien précieux, il monta dans l'ambulance à ses côtés. Quand les portes claquèrent et que le véhicule s'élança vers l'hôpital Saint-Marie, Daniel serra encore sa minuscule main. « Tu n'es plus seul », murmura-t-il. « Pas ce soir. » Pour la première fois depuis des années, Daniel sentit sa vie basculer, déviée de son axe glacé. Une étrangère, une enfant, avait fissuré les murs qu'il avait bâtis autour de lui. Et tandis que la tempête de neige rugissait dehors, il comprit une vérité terrifiante et indéniable. Parfois, les personnes qui ont le plus besoin de nous sont celles que nous n'avions jamais prévu de rencontrer. L'ambulance fendait les rues gelées, sa sirène résonnant contre les murs de pierre de Londres. À l'intérieur, Daniel restait immobile, son manteau trempé par la neige fondue. Mais il s'en fichait. Sa main restait fermement attachée au doigt de la fillette, de peur que, s'il la lâchait, elle ne disparaisse à nouveau dans la nuit. Les ambulanciers travaillaient avec une urgence silencieuse. Ils l'enveloppèrent dans des couvertures chaudes, glissèrent un masque à oxygène sur son visage et vérifièrent son pouls fragile. Sa poitrine se soulevait et retombait, de façon faible et irrégulière. Chaque respiration arrachée poignardait la poitrine de Daniel. Il fixait sa petite boîte à déjeuner rose, cabossée, posée à côté de lui. La peinture était écaillée, la poignée cassée, mais il était évident qu'elle l'avait serrée comme un trésor. Tout l'univers d'un enfant, réduit à une simple boîte en plastique. La sirène retentissait de plus en plus fort à mesure qu'ils arrivaient à l'hôpital Saint-Marie. Des lumières vives inondèrent le véhicule lorsque les portes s'ouvrirent brusquement. L'air glacé s'engouffra, mais Daniel ne bougea pas tant que le brancard ne fut pas emporté. Même alors, il resta proche, suivant chaque pas tandis que les infirmières se pressaient pour l'emmener à l'intérieur. L'hôpital sentait l'antiseptique et résonnait de pas précipités. Les chaussures cirées de Daniel claquaient sur le sol usé lorsqu'il pénétra dans un couloir noyé de lumière stérile. Il avait traversé des salles de conseil où des millions étaient en jeu, mais ici, regardant une enfant disparaître derrière des portes battantes, il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Les médecins l'entourèrent. Les moniteurs bipèrent. Les couvertures furent resserrées. Des perfusions glissèrent dans ses bras maigres. Daniel resta figé, le souffle court, jusqu'à ce qu'un médecin se tourne vers lui. Depuis combien de temps était-elle dehors? Je ne sais pas, admit Daniel, la voix brisée. Je l'ai trouvée allongée sur du carton. Elle était seule. Je l'ai. Le regard du médecin s'adoucit, mais seulement un instant. Hypothermie sévère. Malnutrition. Déshydratation aussi. Nous allons la stabiliser, mais elle est fragile. Très fragile. Daniel hocha la tête, la gorge en feu. Il s'assit lourdement sur une chaise, les poings serrés. Ses yeux ne quittèrent pas son petit visage. Elle paraissait si fragile, si perdue comme une bougie vacillante dans la tempête. Elle aurait dû être chez elle, sous un sapin de Noël, à rire, en sécurité. Pas ici, à lutter pour trouver un peu de chaleur dans un lit d'hôpital. Les minutes s'étiraient en heures. L'esprit de Daniel tournait sans répit. Il revoyait sa femme, des années plus tôt, dans une chambre d'hôpital semblable. Son cœur s'affaiblissant, ses mains serrant les siennes comme pour l'ancrer à ce monde. Il avait échoué alors. Allait-il échouer encore, cette fois avec une enfant qu'il ne connaissait même pas? Un faible mouvement le tira de ses pensées. La fillette bougea faiblement, ses lèvres s'animant sous le masque à oxygène. Daniel se pencha, avide d'entendre. Sa voix était presque inaudible. « Ne laissez pas qu'on m'emmène. » Sa poitrine se serra comme dans un étau. Il s'assit à côté de son lit, repoussant une mèche humide de son front. « Personne ne va t'emmener. Je te le promets, ma chérie. Tu es en sécurité. Tu m'entends? Tu es en sécurité maintenant. » Ses yeux vitreux s'ouvrirent, cherchant à se focaliser. « Maman, travaille ici. Elle devait rentrer. J'ai attendu, mais elle n'est jamais venue. » La gorge de Daniel se noua. Il déglutit avec peine, serrant sa petite main entre les siennes. « Tu connais le nom de ta maman ?» demanda-t-il doucement. Ses doigts tremblèrent, comme si elle essayait d'écrire quelque chose dans l'air. « Veste bleue, écrit Saint-Mariès. Elle s'appelle Anna. » Ses paupières retombèrent, l'épuisement l'entraînant. Daniel se figea. Anna. Une infirmière? Une mère disparue dans ce labyrinthe de couloirs? Il se leva précipitamment et retrouva le médecin. Elle dit que sa mère travaille ici. Anna. Veste bleue. Pouvez-vous vérifier les dossiers du personnel? Le médecin hésita, jetant un coup d'œil entre la montre coûteuse de Daniel et l'enfant en lutte pour la vie. Nous avons reçu une patiente non identifiée plus tôt ce soir. Évanouie dans une cage d'escalier. La trentaine. Pas de papier. Elle est en soins intensifs. Les mots transpercèrent Daniel comme de la glace. Non identifiée. La trentaine.
Une femme qui pourrait ne jamais se réveiller. Était-ce elle? Était-ce la mère de l'enfant? Daniel retourna chancelant au chevet de la fillette, le cœur battant à tout rompre. Il ne comprenait pas pourquoi c'était si important. Il ne comprenait pas pourquoi cet enfant avait brisé la forteresse qu'il s'était construite. Mais dans sa fragile volonté de vivre, il entendait quelque chose qu'il avait perdu autrefois, le refus d'abandonner. Les heures s'écoulèrent. Les infirmières vérifiaient ses constantes. Les perfusions coulaient régulièrement. Daniel arpentait le couloir, inquiet, lié à sa chambre comme par des fils invisibles. À travers une petite fenêtre, il voyait d'autres familles réunies autour de leurs proches, murmurant des prières. Il les enviait. L'espoir était devenu pour lui une langue étrangère. Mais lorsqu'elle remua à nouveau, ses petits doigts effleurant la couverture, il se pencha. Sa voix tremblait d'effort. « Est-ce que je me suis trompé? C'est bien ici que maman travaille ?» Sa gorge le brûlait. Il enserra sa main plus fort. « Oui », murmura-t-il, sans en être certain. « C'est sain. Maris, tu es en sécurité maintenant. » Sa main se crispa légèrement, comme si elle le croyait. Pour la première fois depuis des années, Daniel sentit quelque chose s'éveiller en lui. C'était faible, fragile, mais ça brillait. C'était l'espoir. Dehors, la neige tourbillonnait sans fin sous les lampadaires. Dedans, Daniel Whitmore, un homme qui avait bâti sa vie sur le contrôle et le pouvoir, restait assis au chevet d'une fillette et comprenait qu'il affrontait une tempête pour laquelle aucun contrat ni aucun chiffre ne l'avait jamais préparé. Et il sut une chose avec une clarté absolue. Il ne la laisserait pas affronter cela seul. Le matin se leva lentement sur Londres, la ville recouverte d'une nouvelle couche de neige. À l'intérieur de l'hôpital Saint-Marie, le monde semblait suspendu, les néons bourdonnaient doucement, le rythme des moniteurs cardiaques emplissait le silence. Daniel revint plus tôt qu'il n'aurait jamais pensé franchir volontairement les portes d'un hôpital. Ses chaussures cirées laissèrent des traces humides sur le linoléum alors qu'il portait 2 cafés, l'un restant intact, au cas où la fillette se réveillerait. Il doutait qu'elle ait besoin de caféine, mais ce geste le faisait se sentir moins impuissant. Il s'arrêta sur le seuil de sa chambre. Elle était là, petite, fragile, blottie sous les couvertures. L'écharpe qu'il lui avait donnée la veille était toujours serrée entre ses mains, comme si la lâcher revenait à perdre la sécurité qu'elle représentait. Sa poitrine se soulevait à présent d'un rythme plus régulier. « Elle s'appelle Sophie », murmura une infirmière en s'approchant doucement avec un dossier. Daniel cligna des yeux. « Sophie ». Il laissa le nom résonner dans sa bouche, comme pour s'ancrer. Enfin, cet enfant n'était plus une simple inconnue fragile dans la neige. Elle était Sophie. Elle se stabilise, ajouta l'infirmière. Sa température est meilleure. Elle reste faible, mais elle s'améliore. Un immense soulagement submergea Daniel, même s'il ne l'exprima pas. Il se contenta de hocher la tête, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur l'enfant qui, sans le savoir, avait fissuré son monde de solitude. Puis l'infirmière hésita, sa voix baissant d'un ton. « Monsieur Whitmore, à propos de ce dont vous avez parlé hier soir. » La patiente non identifiée. Le corps de Daniel se raidit. L'infirmière poursuivit doucement. Elle correspond à la description. On l'a trouvée effondrée dans une cage d'escalier du personnel après son service. Pas de papier. La trentaine. Le personnel l'a reconnue. Anna Bennett. Infirmière en pédiatrie. Elle est en soins intensifs. Le nom le frappa comme un coup de tonnerre. Anna Bennett. Un souvenir refit surface, flou, mais assez vif pour le transpercer. Des années auparavant, lorsque sa femme avait mis leur fils au monde, la salle d'accouchement avait viré au chaos. La tension de sa femme avait chuté, la peur l'avait paralysé, et il avait été inutile, figé dans la terreur. Mais il y avait eu une infirmière. Une présence calme, des mains sûres, des mots doux. Elle est forte. Vous aussi. Ces mots l'avaient porté à travers l'une des nuits les plus fragiles de sa vie. Sa femme avait survécu, leur fils était né, et il n'avait jamais oublié le soulagement que cette infirmière lui avait donné, alors qu'il était incapable de se l'offrir lui-même. Et maintenant Anna. Cette même infirmière. Brisée. Luttant pour sa vie. Sa fille errant dans les rues, cherchant la lumière. L'ironie était insupportable. Daniel suivit l'infirmière dans le couloir vers les soins intensifs. Ses pas ralentirent à mesure que les portes se rapprochaient, sa poitrine serrée d'anticipation et de crainte. À l'intérieur de la chambre faiblement éclairée, les machines bourdonnaient régulièrement, les écrans lumineux projetant des ombres pâles sur le lit. Anna reposait, immobile. Ses cheveux blonds emmêlés s'étalaient sur l'oreiller. Sa main pendait, inerte, sur la couverture. Des tubes et des fils la reliaient à des machines qui travaillaient sans relâche pour la maintenir en vie. Daniel s'approcha, ses doigts effleurant la barre froide du lit. Sa gorge se noua tandis qu'il murmurait. « Vous étiez là quand je ne pouvais pas. Vous avez tenu la main de ma femme quand j'ai failli. Vous m'avez rendu ma famille cette nuit-là. Et maintenant, votre fille m'a trouvé. » Sa voix se brisa, nue, chargée d'une émotion qu'il avait enterrée pendant des années.
Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Daniel sentit les murs soigneusement construits autour de lui s'effondrer. Il s'affaissa dans la chaise à côté du lit d'Anna, la tête lourde entre ses mains. Le passé se refermait sur lui. Il n'était plus seulement un homme riche, maintenant distant des inconnus. Il était un père, un veuf et désormais d'une certaine manière un protecteur pour une enfant qui n'était pas la sienne. Quand il retourna dans la chambre de Sophie, elle était réveillée, les yeux grands ouverts, cherchant des réponses. Elle le regarda comme s'il pouvait combler ce besoin désespéré. « Vous l'avez trouvé » demanda-t-elle, la voix tremblante. Daniel rapprocha une chaise, se mettant à sa hauteur. Sa voix était posée, mesurée. « Je crois que oui. Elle est ici, Sophie. Elle est très malade. Mais elle est en sécurité. Elle n'est plus seule. » Ses lèvres frémirent. « Je peux la voir ?»« Pas encore, » dit doucement Daniel en écartant une mèche de son front. « Les médecins s'occupent d'elle. Mais quand ce sera le moment, je te promets que tu seras là. » Les larmes emplirent les yeux de Sophie, mais elle acquiesça, serrant plus fort l'écharpe dans ses mains. Le poids de sa résilience brisa le cœur de Daniel. Elle n'était qu'une enfant, et pourtant elle portait un courage bien trop lourd pour son âge. Les heures passèrent. Les assistants sociaux arrivèrent, leurs questions précises, leur ton clinique. « Monsieur Whitmore, » dit l'un d'eux d'une voix ferme, « tant qu'Anna Bennett reste dans l'incapacité, sa fille n'a pas de tuteur immédiat. Si elle ne se rétablit pas rapidement, Sophie sera placée en famille d'accueil d'urgence. » Les mots brûlèrent Daniel comme de la glace. Famille d'accueil? Après tout ce que Sophie avait enduré? Après qu'elle l'avait regardé dans l'ambulance en murmurant « Ne me laissez pas emmener ?» La mâchoire de Daniel se crispa. Elle ne va nulle part. J'assumerai la responsabilité. Tout ce dont elle a besoin, je le serai. L'assistante sociale fronça les sourcils. Ce n'est pas un petit engagement, monsieur Whitmore. Vous seriez légalement responsable jusqu'à ce que sa mère se rétablisse. La voix de Daniel se fit dure, solide comme l'acier. Je comprends. Elle est venue à moi pour de l'aide. Je ne tournerai pas le dos. Lorsqu'il retourna au chevet de Sophie, ses yeux scrutaient son visage. Elle ne demanda rien, mais la question flottait dans l'air. Daniel s'assit, prenant sa petite main dans la sienne. Tu n'as pas à t'inquiéter d'être envoyé ailleurs, murmura-t-il. Tu resteras ici, près de ta maman. Et je resterai avec toi. Elle le fixa longuement, ses lèvres s'entr'ouvrant. Pourquoi, souffla-t-elle. Vous ne me connaissez même pas. Daniel déglutit, la réponse lourde dans sa poitrine. Parce qu'autrefois, il y a longtemps, ta mère a aidé ma famille quand je ne le pouvais pas. Et parce que parfois, la vie nous confie des personnes dont nous devons prendre soin, même quand on ne s'y attend pas. Ses petits doigts se resserrèrent autour des siens. Pour la première fois depuis la nuit où il l'avait trouvée dans la neige, ses yeux n'exprimaient plus seulement l'épuisement. Ils reflétaient quelque chose de fragile. Quelque chose qui brillait. La confiance. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme les pages d'un livre que Daniel n'avait jamais prévu de lire. Son temps se partageait désormais entre son hôtel particulier de Hyde Park, où son fils Oliver l'attendait, et les murs stériles de Saint-Marie, où Sophie refusait de quitter le chevet de sa mère. Daniel avait bâti sa réputation sur le contrôle, sur les bilans et les empires. Mais soudain, son équilibre se défaisait. Oliver n'avait que 8 ans, vif et sensible. Pendant des années, ils n'avaient été que tous les deux, soudés par le deuil après la mort de sa mère. Leur monde était petit, sûr, prévisible. Mais maintenant, sans prévenir, une autre enfant avait pénétré leur univers, et Daniel sentait la résistance silencieuse de son fils. À l'hôpital, Sophie passait ses journées à dessiner sur des bouts de papier que les infirmières lui donnaient, des bonshommes bâtons d'elle et de sa mère, des sapins de Noël maladroits, des étoiles découpées dans du papier plié. Elle les accrochait au mur de la chambre de soins intensifs, transformant la pièce stérile en un semblant de foyer. Daniel l'observait, frappé par la détermination d'une enfant qui avait failli geler dans la neige, et qui trouvait encore la force de créer de la joie. Mais quand Oliver venait, l'attention s'accrochait à lui comme une ombre. Il restait dans l'encadrement de la porte, observant son père se pencher vers Sophie, sa voix adoucie d'une manière qu'Oliver n'avait pas entendue depuis des années. Daniel lisait à voix haute un vieux livre d'histoire, sa voix grave tissant du réconfort dans l'air. C'était un rituel qu'Oliver avait autrefois chéri. Mais au fil du temps, ses nuits s'étaient éteintes tandis que Daniel se noyait dans le travail et le silence. À présent, voyant son père redécouvrir cette tendresse pour une autre enfant, la jalousie piqua le cœur d'Oliver. La douleur du manque se mêlait à une peur qu'il ne savait pas nommer. Un soir, après que Sophie s'était endormie au chevet de sa mère, Oliver traîna dans le couloir. Ses poings enfoncés dans les poches de son manteau, ses petites épaules voûtées. Daniel sortit discrètement et le trouva appuyé contre le mur. « Tu me lisais des histoires, avant » dit Oliver d'une voix basse, les yeux fixés au sol. Ces mots transpercèrent Daniel comme une lame. Il s'accroupit, cherchant le regard de son fils. « Je pensais que tu devenais trop grand pour les histoires du soir » répondit-il prudemment. « Non. » La voix d'Oliver se brisa.
Il tenta de la dissimuler, mais sa gorge le trahit. Pas vraiment. Le silence s'étira entre eux, lourd de tous les mots jamais prononcés. Daniel tendit la main et posa doucement sa paume sur l'épaule de son fils. Je peux recommencer à te lire. Ce soir, si tu veux. Tous les soirs, si tu le demandes. Ça n'a jamais changé, Oliver. Tu restes ma première pensée. Oliver leva enfin les yeux, ses prunelles brillantes. Alors pourquoi tu sembles heureux à nouveau? Tu souris plus. Avec elle. Avec eux. La poitrine de Daniel se serra. Il inspira lentement, cherchant ses mots. Parce que Sophie me rappelle toi, quand tu étais plus petit. Courageux. Curieux. Plus fort que tu ne le pensais. Et parce que sa mère, elle n'a personne d'autre. Les aider ne veut pas dire que je t'aime moins. Ça veut juste dire que notre monde est peut-être plus grand que je ne l'avais imaginé. Oliver resta silencieux, ses petits poings se desserrant. Il murmura, presque inaudible. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, répondit Daniel fermement, serrant les épaules de son fils. Jamais. Toi et moi, nous formons une équipe. Et ça ne changera jamais. Ce soir-là, de retour dans leur maison de Hyde Park, Daniel tint sa promesse. Il sortit le vieux livre d'histoire d'Oliver, celui à la couverture usée et à la reliure effilochée. Sous la douce lumière de la lampe de chevet, il lut à voix haute. Oliver se blottit plus près qu'il ne l'avait fait depuis des années, sa respiration s'apaisant au rythme familier qui l'emmenait vers le sommeil. Quand Daniel referma le livre, il resta longtemps en silence. Il réalisa à quel point il avait laissé filer des rituels précieux, et combien il désirait les retrouver. Le lendemain matin de Noël, Daniel arriva à l'hôpital avec un petit sapin, décoré à la hâte avec les flocons en papier qu'il avait découpés avec Oliver la veille au soir. Le visage de Sophie s'illumina de ravissement. Son rire remplit la chambre stérile, chassant le bourdonnement des machines. Oliver se tenait maladroitement à ses côtés, serrant un paquet rouge froissé. « C'est pas grand-chose » marmonna-t-il. Sophie l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un lot de crayons de couleur et un petit cahier. Son sourire s'élargit. Sans prévenir, elle se jeta à son cou, le serrant fort. « C'est parfait » souffla-t-elle. Oliver se figea, pris au dépourvu. Puis lentement, presque timidement, il lui rendit son étreinte. Quelque chose bascula à cet instant. Un fil fragile de connexion, hésitant, maladroit, mais réel, commença à se tisser entre eux. Les infirmières, observant depuis la porte, chuchotèrent un surnom pour ce duo improbable. Les frères et sœurs de la tempête de neige, dit l'une d'elles en souriant. Sophie rayonna en l'entendant. Oliver leva les yeux au ciel, feignant l'agacement, mais au fond, cela ne le dérangeait pas. Pas vraiment. Chaque jour, Daniel se partageait entre la vigilance auprès de Sophie, les besoins silencieux d'Oliver, et la silhouette immobile d'Anna en soins intensifs. Chaque soir, Sophie décorait la chambre de nouveaux dessins, déterminée à y apporter de la lumière. Et peu à peu, Oliver la rejoignit, esquissant des étoiles maladroites, lui apprenant de petits jeux, lisant à voix haute quand elle se fatiguait. Parfois, Daniel se reculait, les observant rire d'abord timidement, puis franchement. Leur sourire portait quelque chose qu'il n'avait plus osé croire possible depuis des années. Une famille. Non liée par le sang. Non imposée par les circonstances. Mais construite pièce par choix. Tard un soir, après que les enfants se furent endormis dans des fauteuils trop grands pour eux, Daniel s'assit près du lit d'Anna. Les machines bourdonnaient régulièrement, la lueur des moniteurs caressant son visage pâle. Il se pencha, sa voix basse, nue de vérité. « Vous avez tenu la main de ma femme quand je ne le pouvais pas. Vous nous avez portés à travers une tempête que je croyais insurmontable. Maintenant, votre fille a fait la même chose pour moi. Je ne sais pas si vous m'entendez, Anna. Mais si vous revenez vers elle, vous ne retrouverez pas seulement Sophie. Vous nous trouverez, nous aussi. À attendre. Pas par devoir. Mais parce qu'elle mérite plus que de survivre. Elle mérite une famille. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. La pièce ne répondit que par le bourdonnement des machines. Mais en lui, quelque chose venait de basculer. Il avait passé des années à ériger des murs, convaincu que la sécurité résidait dans la solitude. Mais ce soir, en regardant les deux enfants endormis près du lit, il comprit que la sécurité n'avait jamais été le but. C'était la connexion. Et d'une façon inattendue, ils étaient en train de la construire ensemble. Les nuits se fondaient dans les matins à l'hôpital Saint-Marie, chacune se confondant avec la suivante au rythme régulier des moniteurs cardiaques. Daniel avait appris à mesurer le temps au bip des machines, à l'élévation et l'abaissement du souffle de Sophie dans le silence, et à l'immobilité du corps d'Anna dans le lit voisin. Il s'était presque habitué à attendre presque. Le personnel de l'hôpital le connaissait désormais de vue. Le puissant PDG en costume sur mesure, passant ses journées dans une chaise trop petite pour lui, tenant la main d'une enfant, ou arpentant les couloirs d'un pas nerveux. Il se connectait à ses réunions depuis les recoins de la salle d'attente, mais son attention était ailleurs.
Pour la première fois depuis des décennies, les bilans trimestriels et les prévisions financières avaient perdu leur emprise sur lui. Ce qui importait désormais, c'était de savoir si Sophie avait mangé. Si Oliver se sentait vu. Si les moniteurs d'Anna gardaient leur fragile rythme durant la nuit. Les journées devinrent leur propre rituel fragile. Sophie coloriait avec ses nouveaux crayons, collant ses dessins au mur de la chambre jusqu'à ce que l'espace stérile fleurisse de sapins de Noël maladroits, d'étoiles et de familles en bâton. Parfois, Oliver la rejoignait, feignant l'indifférence mais secrètement fier lorsqu'elle louait ses dessins. Il chuchotait des histoires sous les couvertures dans la salle d'attente, riant d'une voix trop douce pour que les infirmières les grondent. Lentement, le lien entre eux grandissait, pas instantané, pas parfait, mais réel. Daniel se reculait souvent, regardant les deux enfants rire, d'abord timidement, puis sincèrement. Chaque regard échangé, chaque éclat de rire cousait quelque chose de nouveau. Quelque chose que Daniel pensait perdu à jamais. Une famille. Elle ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé autrefois. Elle n'était pas née du sang ni des traditions. Elle se construisait à partir de nuits brisées, de promesses murmurées et du choix de rester. Un soir, alors que les enfants s'endormaient dans des fauteuils trop grands pour eux, Daniel se pencha vers la silhouette immobile d'Anna. Sa voix tremblait, mais il parlait comme si elle pouvait tout entendre. « Tu as déjà tenu la main de ma femme quand je ne le pouvais pas, murmura-t-il. Tu nous as ancrés au milieu du chaos. Et maintenant, ta fille a fait la même chose pour moi. Elle m'a sauvé, Anna. Je ne sais pas si tu peux entendre, mais si tu reviens, tu nous trouveras là. Pas par devoir. Par amour. Parce que Sophie mérite plus que la survie. Elle mérite une famille. » Sa voix se brisa, l'émotion débordant des fissures qu'il avait scellées pendant des années. Cette nuit-là, l'épuisement finit par l'emporter. Il s'endormit dans la chaise, près du lit d'Anna, bercé par le faible bourdonnement des moniteurs, ses rêves troublés par l'attente. Et puis quelque chose bougea. Un frisson. Minuscule, presque imperceptible. Les doigts d'Anna tressaillirent. Les yeux de Daniel s'ouvrirent d'un coup. Pendant un instant, il crut avoir rêvé. Mais ses lèvres s'entr'ouvrirent, et un mot fragile se glissa dans le silence. « Sophie !» Daniel se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Elle est là » souffla-t-il, la voix brisée. « Elle est juste là. » La porte s'ouvrit brusquement alors que Sophie entrait en courant, ses petites chaussures grinçant sur le lino. Elle s'immobilisa en voyant les yeux de sa mère, faiblement ouverts, la lumière y revenant comme une flamme fragile. « Maman !» cria Sophie, se précipitant. Elle grimpa maladroitement sur le lit, enfouissant son visage contre la poitrine de sa mère, sanglotant de soulagement. « Je t'ai retrouvé. J'ai attendu, comme tu l'avais dit. » Le bras tremblant d'Anna se leva, sa main faible caressant les cheveux de sa fille. Sa voix était à peine un souffle, mais ferme. « Tu as été si courageuse. » Daniel resta en retrait, la gorge nouée, tandis que la scène se déroulait comme un miracle auquel il n'avait jamais osé croire. Le bourdonnement régulier des machines persistait, mais la chambre semblait transformée, chargée d'une promesse tenue. Dans l'encadrement de la porte, Oliver hésitait, incertain. Les mains enfoncées au fond de ses poches, son regard oscillait entre la réunion mère-fille et l'homme qu'il craignait encore de perdre. Le regard d'Anna se leva, doux malgré l'épuisement. Ses yeux se posèrent sur Oliver. « Et qui est-ce » chuchota-t-elle. Daniel s'avança, posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Voici Oliver. Mon garçon. » Sophie se retourna vivement, le sourire humide de larmes mais lumineux comme le soleil. « C'est mon grand frère, maintenant. Il s'occupe de moi quand tu dors. » Oliver rougit, fixant ses chaussures, mais ne protesta pas. Les lèvres d'Anna esquissèrent un faible sourire, ses yeux brillants de gratitude. « Merci » souffla-t-elle, des mots adressés à lui, à ce garçon qui était entré doucement dans le monde fragile de sa fille. Les jours qui suivirent furent une lente floraison de joie. La force d'Anna revenait peu à peu. Sa voix se faisait plus assurée. Ses couleurs reprenaient, lentement. Sophie ne quittait presque jamais son chevet, tapissant les murs de nouveaux dessins. Et Oliver, hésitant au début, finit par s'asseoir près d'elle aussi. Il lui lisait des histoires. Lui apprenait de simples jeux de cartes. Parfois, il se contentait de rester là, sa présence suffisant à faire sourire Sophie. Daniel les observait, le cœur lourd d'émerveillement. Il n'avait rien planifié pour tout cela. Il ne l'avait pas demandé. Mais cela arrivait quand même, la vie recousait ses morceaux en des formes qu'il croyait impossibles. Un soir, Daniel entra avec un petit sapin en pot, ses branches inégales décorées d'étoiles en papier découpées par Sophie et Oliver. Il le posa près de la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient au loin. Sophie battit des mains de joie. Oliver haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais Daniel surprit la douceur dans ses yeux. Le regard d'Anna se remplit de larmes alors qu'elle saisissait la main de Daniel. Ses doigts étaient encore faibles, mais sûrs. « Je pensais que je devais faire ça seule » chuchota-t-elle. « Juste survivre. Pour elle. » « Tu n'as plus à le faire » répondit Daniel doucement, refermant sa main sur la sienne. «
tu n'étais pas destiné à tout porter seul. Sophie tira sur sa manche, sa voix claire et assurée. Papa Daniel, merci de m'avoir trouvé. Ces mots le transpercèrent, tendres et puissants à la fois. Il se pencha à sa hauteur, écartant une mèche de ses cheveux. Merci à toi, souffla-t-il en retour, de m'avoir laissé t'aimer. La neige revint à Londres un an plus tard, des flocons doux glissant sur Hyde Park, recouvrant toit et rue. À l'intérieur de la maison des Whitmore, la chaleur emplissait chaque recoin. Le sapin brillait de décorations dépareillées, étoiles en papier, flocons maladroits et quelques boules fragiles rescapées des années passées. Le parfum de cannelle et de chocolat chaud flottait dans l'air. Les rires des enfants résonnaient dans le couloir. Sophie était assise en tailleur sur le sol, déballant un cadeau avec enthousiasme. À l'intérieur, un livre fait main. Elle laissa échapper un cri de surprise, ses yeux bruns écarquillés en découvrant les pages remplies de croquis colorés des dessins de leur histoire, réalisés par Oliver. Elle se jeta à son cou, l'étreignant si fort qu'il éclata de rire malgré lui. D'accord, dit-il, mais le sourire sur son visage trahissait l'importance que cela avait pour lui. Anna observait depuis l'embrasure de la porte, ses cheveux blonds retombant doucement sur ses épaules, ses yeux brillants de santé et de gratitude. Pendant des mois, elle avait reconstruit ses forces, morceau par morceau, mais ce soir, elle semblait vivante. Vraiment vivante. Daniel s'approcha, lui tendant une tasse de chocolat chaud, les guimauves fondant à la surface, exactement comme elle l'aimait. Elle croisa son regard. Pendant un long moment, aucun mot ne fut nécessaire. Il n'en avait pas besoin. Les mots étaient trop faibles pour exprimer la tempête qu'ils avaient traversée, le lien qui s'était formé, la famille qui avait émergé de tout cela. Daniel repensa à cette nuit, un an plus tôt. L'allée glacée. L'enfant fragile recroquevillé sur du carton. La voix qui avait brisé le silence, je voulais juste retrouver ma maman. Il avait cru que sa vie était finie, figée dans le deuil et le silence. Et pourtant, les voici, Sophie, Oliver, Anna et lui, unis non par le sang ou le hasard, mais par le choix. Sophie leva les yeux de son livre. Papa Daniel, l'appelait-elle, sa voix chaleureuse et assurée. Il s'accroupit près d'elle, repoussant une mèche de ses cheveux. Oui, ma chérie. Elle sourit, radieuse. C'est le plus beau Noël de tous. La poitrine de Daniel se serra, tendre et puissante à la fois. C'est parce que nous sommes à la maison maintenant, Sophie. Tous ensemble. Oliver leva les yeux au ciel, mais son sourire le trahit. Fais pas trop de sentiments, papa. Anna rit doucement, un son qui tissait la chaleur de la pièce. Elle serra la main de Daniel, leurs doigts s'entrelacent. Pour la première fois depuis des années, Daniel ne se sentait plus comme un homme défini par la perte. Il se sentait comme un homme debout au cœur d'un miracle né de nuits brisées, de promesses murmurées et du courage de rester. Les enfants étaient étendus sur le sol, entourés de papiers et de rubans éparpillés, leur rire remplissant la maison comme une musique. Anna s'adossait à Daniel, sa tête reposant doucement sur son épaule. Il n'avait pas besoin de grandes déclarations. La vérité s'écrivait dans chaque sourire, chaque geste discret, chaque vœu silencieux. Daniel comprit alors que les familles ne naissaient pas toujours de la manière attendue par le monde. Parfois, elles se construisaient au milieu des tempêtes, grâce aux secondes chances, et à cette décision fragile mais puissante, choisir l'amour plutôt que la peur. Dehors, la neige tombait doucement contre les fenêtres. Dedans, la chaleur rayonnait du scintillement du sapin, des voix des enfants, et de la force tranquille de deux adultes qui avaient survécu au pire et choisi de bâtir quelque chose de nouveau. Daniel resserra son bras autour d'Anna et murmura, presque pour lui-même. Nous ne sommes plus seuls. Et dans cette vérité simple, il comprit enfin. La maison n'était pas un lieu. C'étaient les personnes qui choisissaient de rester. Cette veille de Noël glacial à Londres, Daniel Whitmore croyait que sa vie s'était figée dans le silence. Homme puissant hanté par le deuil, il avait croisé une enfant qui n'avait rien sauf l'espoir. Cette rencontre bouleversa tout ce qu'il pensait savoir, le conduisant vers Sophie, vers Anna, vers Oliver, et vers le vrai sens du mot famille. Leur histoire nous rappelle une vérité intemporelle. Parfois, le miracle que nous attendons ne se présente pas sous la forme de richesse ou de succès. Parfois, il arrive sous la forme d'une petite voix dans l'obscurité, murmurant de ne pas être laissé seul. Et quand nous choisissons d'écouter, quand nous choisissons de rester, les vies changent. Les leurs. Et les nôtres.